Du coup, je commence. Merci beaucoup d'être venus si nombreux et merci à Martin, Vera et Marion qui sont là pour témoigner ce soir. Je vais vous présenter rapidement tout d'abord Ada Tech School. C'est l'école où je travaille. Donc, moi, je m'appelle Claire et je travaille au marketing dans cette école. Et Ada Tech School, qu'est-ce que c'est? C'est une école d'informatique féministe, ouverte à toutes et à tous. C'est une école qui se fait en 2 ans. La première année est en présentiel à l'école et la deuxième année est en alternance. Et elle forme au métier de la programmation, au métier de développeur et développeuse. Donc, vous pouvez, en 2 ans, apprendre toute une diversité de langages. Le but de cette école, c'est de rendre ce métier de développeur et développeuse accessible à toutes et à tous, et en particulier aux femmes, parce qu'il y a seulement 10% de développeuses aujourd'hui. Donc, grâce à notre communication, nos conférences aussi, celles qu'on fait ce soir, notre but, c'est de démocratiser ce métier, de montrer que ça va à l'encontre de certains stéréotypes qu'on peut avoir. Voilà, on est ravis que vous soyez là ce soir pour adresser ces sujets avec nous. Donc, le thème de ce soir, c'est de comprendre comment la tech peut être au service de l'art et comment la tech peut révolutionner le marché de l'art. Donc, notre entreprise invitée ce soir est Singular. Pourquoi j'ai choisi de les inviter? C'est parce qu'on a quelque chose qui nous tient à cœur chez Ada Tech School, c'est que quand on apprend à coder, on n'apprend pas seulement à coder, on apprend à coder au service de quelque chose. Donc, pour nous, le code, c'est un outil créatif qui permet du coup de révolutionner certains marchés, donc ici le marché de l'art. Et donc, pour moi, Singular est une boîte qui, grâce au code, grâce à la tech, a su révolutionner un marché. Donc, cette entreprise a créé en fait une plateforme qui met en relation donc, les collectionneurs et les amateurs d'art d'un côté et les artistes de l'autre. Ça permet en fait de connecter l'offre et la demande pour du coup acheter des œuvres dans le monde entier en toute sécurité, en toute transparence. Donc, Vera nous l'expliquera peut-être plus précisément. Mais en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que grâce à la tech, il y a une solution assez simple qui a été créée pour mettre en contact une offre et une demande qui n'arrivaient pas vraiment à se rencontrer. Donc, le fait aussi que la plateforme soit internationale, je crois que c'est quelque chose de très important pour vous. Vous nous le direz plus en détail. C'est aussi le reflet d'une diversité, donc à la fois la diversité du monde de la tech et du monde de l'art. Et j'ai trouvé une petite citation de Brice Lecomte, qui est un des cofondateurs, donc ton cofondateur Vera, qui disait, je trouvais ça tout à fait en lien avec nos valeurs, le numérique est un formidable levier d'égalité des chances. Mettre mes compétences digitales au service de la promotion et de la découverte des artistes à travers le monde s'est imposé comme une évidence. Voilà, sur ces belles paroles, donc nous, on croit très fort que le code, c'est un outil qui ouvre les frontières, qui ouvre des nouveaux horizons, notamment artistiques, et qui permet d'être touché par plein de cultures différentes. Donc vous allez témoigner de votre travail au quotidien dans ce but-là. Donc, on a invité Vera, qui est la cofondatrice de Singular, Marion, qui s'occupe de la relation avec les artistes, et Martin, qui est Head of Engineer chez Singular. Et donc, ils vont nous expliquer comment la tech a contribué à la révolution de l'art, comment la galerie en ligne Singular aide les artistes au quotidien, en quoi le code est un outil créatif et comment aussi, en termes d'embauche, de recrutement, comme une boîte tech en hyper-croissance fait attention à ces sujets de diversité et d'inclusion et de la place des femmes dans la tech. Voilà, tout un programme. Ce que je vous propose pour commencer à tous les trois, c'est que chacun vous présentiez. Donc, qui vous êtes, quelle étude vous avez faite, parce qu'on a pas mal de personnes qui se posent la question aussi potentiellement de changer de carrière pour devenir développeur ou développeuse. Ce que vous faites chez Singular, et aussi, moi, ça m'intéresse de savoir votre rapport à l'art. Qui veut commencer? Vera, tu prends la parole? Oui, je peux effectivement prendre la parole. Après, je ne sais pas si tu voulais que j'explique comment j'avais fondé Singular, donc ça risque d'être un peu long. Peut-être commence par te présenter, comme ça on laisse aussi la parole à Martin et Marion, et puis après on reviendra plus précisément sur
l'histoire de la création de Singular. Très bien. Donc, je m'appelle Vera. En effet, j'ai 30 ans. J'ai fait des études à Sciences Po, donc j'ai étudié les sciences humaines, on va dire, plutôt. Et aujourd'hui, chez Singular, je m'occupe en grosse partie de tout ce qui est supply, donc tout ce qui est vraiment sélection des artistes, qui on sélectionne, pourquoi, etc. DRH, donc tout ce qui est diversité, recrutement, inclusion, bien sûr. Et après, la partie produit. Et si je dois mettre en parallèle mes études et ce que je fais aujourd'hui chez Singular, il n'y a pas forcément un lien hyper évident. Et c'est quelque chose que je trouve aussi assez important à mentionner. Probablement que si j'avais voulu devenir développeuse, j'aurais dû passer par une formation supplémentaire. Mais en produit, en tout cas, je pense qu'il y a vraiment des profils assez divers et je trouve que c'est ça aussi, d'avoir cette diversité de profils dans les équipes qui va permettre de faire un produit qui va parler à beaucoup de gens différents. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'assez fondamental. Et donc, en produit, moi, c'est d'avoir fait de la socio, beaucoup de socio, d'avoir été formée aux méthodes de sociologie quantitative et qualitative, qui, je pense, m'aident aujourd'hui beaucoup au quotidien, à la fois dans la compréhension de comment on construit un produit qui est user-friendly et qui est user-centric, mais aussi en termes d'empathie, se mettre dans la peau à la fois d'un artiste et à la fois d'un collectionneur, puisque, comme tu le disais, finalement, on doit s'adresser aux deux. On a singular.com, la plateforme de vente d'œuvres d'art en ligne qui s'adresse à tous les amateurs d'art et aux collectionneurs en particulier. Mais bon, voilà, on a 2 millions de personnes qui voient le site chaque jour, donc il y a plein de gens différents, juste des gens qui sont curieux. Donc, il faut aussi les prendre en compte dans la découverte d'œuvres d'art. Et de l'autre côté, on a quand même les artistes. Donc, voilà, les sciences humaines peuvent aussi être très utiles et je pense que ça participe à la diversité. Après, en termes de parcours, j'ai eu la chance de vivre à l'étranger. Donc, effectivement, la partie internationale dont on reparlera est importante. Et aujourd'hui, chez Singular, on a 28 nationalités. Donc, on parle anglais, c'est la langue de travail. Bon, l'équipe tech est encore très franco-française, mais je dirais que voilà, l'anglais est quand même un critère de recrutement important. Ok, super. On reviendra sur tous les sujets que tu as ouverts. Martin, si tu veux enchaîner peut-être sur ta présentation et qui tu es, comment tu es arrivé chez Singular. Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Martin, j'ai 28 ans. Je suis Head of Engineering à Singular. Donc je dirige l'équipe technique qui, pour l'instant, est au nombre de 5 personnes. On a des objectifs de recrutement qui sont assez élevés dans les mois et années à venir. Donc cette équipe est amenée à augmenter. Mon rôle, c'est donc de manager cette équipe technique et également organiser le process de développement en collaboration avec l'équipe produit, donc beaucoup en collaboration avec Vera, pour être sûr que les besoins qui auront été détectés par l'équipe produit ou bien par les équipes opérationnelles qui sont en contact direct avec les collectionneurs d'un côté et les artistes, eh bien, ils sont bien remplis et que les développeurs ils font bien leur travail et développent les fonctionnalités qu'il faut et mettent en ligne les fonctionnalités qu'il faut avec également le gage de qualité qui est propre à Singular. Mon parcours, un parcours assez classique d'école d'ingénieur, donc prépa en 2 ans, école d'ingénieur à Centrale-Ville. On nous apprend malgré tout très peu, voire pas du tout, à coder en école. J'ai appris, on peut dire, sur le tas lors de ma première expérience. J'ai eu la chance d'être assez bien formé dans la boîte où j'ai commencé à travailler, qui s'appelait Sponsorisme, une plateforme de sponsoring participatif dans le monde du sport. Et c'est ça qui m'a donné vraiment envie de m'orienter vers le domaine technique. Ce que je vais continuer par la suite et encore maintenant, même si je ne code plus au quotidien, c'est quelque chose qui me passionne, la tech. Et ce que j'adore dans la tech, c'est à quel point on peut résoudre plein de problèmes. En fait, on peut répondre à plein de besoins tant que le travail de produit est bien fait, la recherche utilisateur, le dialogue avec les utilisateurs est bien fait. Et ben, on peut vraiment faire plein de choses et c'est ce que j'adore avec le code.
comment ça est venu l'idée de rejoindre la Singular? Je n'ai pas forcément un passé très proche avec tout l'art qu'on vend en tout cas à Singular, la peinture, les sculptures, la photographie, c'est pas quelque chose qui m'est propre. Mais par contre, j'ai toujours baigné dans la musique. J'ai fait des études musicales quand j'étais tout petit et encore maintenant. Et j'ai encore pas mal de liens avec la musique et je pense que ça a créé un peu cette sensibilité, en tout cas à l'art, l'ouverture d'esprit qu'il faut avoir également. Ça m'a vraiment donné envie de rejoindre Singular. Et une autre chose, c'est d'abord l'ambition qui était affichée par Singular, qui est vraiment très belle, les valeurs qui sont portées par Singular. On pourra peut-être en parler plus tard, Vera, mais j'ai vraiment senti une très forte bienveillance et je pense que c'est notamment dû au domaine artistique, au marché de l'art qu'on adresse. Je pense qu'il faut une certaine ouverture d'esprit pour aller sur ce marché-là. N'importe qui ne peut pas y aller. Et même si, effectivement, à Singular, on adresse le problème de la vente d'œuvres d'art avec vraiment un œil vraiment un peu business, on peut dire, et ben malgré tout, on garde cette ouverture d'esprit et ça va vraiment dans le sens de la bienveillance dans notre quotidien, au travail, les uns les autres, et également avec les collectionneurs et les artistes avec qui on a vraiment beaucoup de contacts et on adore discuter. Et ce qui fait que ça crée vraiment une connexion avec eux et qu'ils se sentent appartenir à quelque chose, à autre chose que juste une plateforme où ils mettent leur œuvre d'art en ligne. Trop bien. Bah, ça fait une bonne transition avec ce que fait Marion, du coup. Je te laisse te présenter, Marion. Oui, complètement. Alors, bonsoir à tous. Moi, je suis Marion. J'ai rejoint Singular il y a bientôt 2 ans et j'ai un parcours évidemment très différent de celui de Martin. Moi, je viens du marché de l'art traditionnel, donc par opposition au marché de l'art digital comme Singular. Donc, j'ai fait majoritairement des études d'histoire de l'art et j'ai travaillé pendant près de 5 ans dans des maisons de vente aux enchères traditionnelles, donc c'est-à-dire avec un rapport complètement physique à leurs collectionneurs et à leurs vendeurs. Moi, j'ai eu envie de rejoindre Singular justement parce que j'étais convaincue que le digital et la tech avaient un rôle majeur à jouer dans le développement du marché de l'art. Et j'ai eu envie de prendre part à la construction de ce nouveau marché en quelque sorte et de cette nouvelle relation entre l'artiste et son collectionneur que pouvait offrir le digital. Donc à Singular, je ne suis pas tout à fait en charge des relations artistes, mais je suis en charge des événements et de la curation. Donc, c'est-à-dire que mon rôle consiste à contribuer à faire reconnaître Singular comme un acteur majeur du marché de l'art. Et ça passe par différents moyens, comme par exemple nous faire accepter et reconnaître par des foires de prestige. On a fait Scope New York, par exemple, par sceller des partenariats, par monter des événements en ligne, comme des ventes aux enchères dites à la bougie, qui requièrent beaucoup de codes, par exemple, des ventes curatées ou des ventes partenaires. Et tout ça, c'est vraiment pour montrer aux collectionneurs qui ont l'habitude d'acquérir des œuvres en foire, en maison de vente physique, que le digital, c'est un nouveau canal d'acquisition à part entière et qu'il est tout aussi pointu dans l'expertise, dans la confiance, dans la sécurité de l'achat que n'importe quel autre canal de vente. Ok. Ouais. On va creuser tout ce que tu nous as raconté. La première partie de la conférence, sur quoi j'avais envie de vous interroger, donc c'est surtout pour Vera et toi, Marion, c'est sur comment la tech a révolutionné le monde de l'art. Est-ce que Vera, tu peux nous raconter comment t'es venue cette idée, comment Singular s'est créé et où ça en est aujourd'hui? D'accord. Alors, effectivement, en plus, je n'ai pas répondu à ta question de quel était mon rapport à l'art. Oui, je me suis dit que de toute façon, on allait y revenir, a priori. Mais du coup, je pense que c'est important de mentionner que je ne suis pas du tout experte sur le marché de l'art, qu'aucun de mes cofondateurs ne l'est non plus. Et que je pense que c'est aussi ce qui nous permet d'avoir un regard assez neuf sur la manière dont on peut le disrupter. Je pense que quand on vient avec des convictions très fortes sur la manière dont un marché fonctionne, on a aussi parfois peur de le chambouler. Et ça m'avait frappée quand j'avais fait l'étude de marché, donc il y a 4 ans, de constater qu'il y avait aussi c'était juste lié à l'expérience, mais les gens au-dessus de 32 ans ne croyaient pas du tout dans le digital. Toutes les personnes que je rencontrais, quand elles avaient finalement trop baigné dans le marché de l'art traditionnel, elles n'avaient pas du tout confiance dans le marché de l'art. Donc, la manière dont on était accueillis
le digital était plutôt perçu comme Satan quand j'ai commencé à plancher sur l'idée de Singular. On me disait non mais jamais tu achètes une œuvre d'art sans l'avoir jamais vue. Voilà, c'est complètement abscon. Et puis une galeriste doit sélectionner que 15 artistes. Donc pourquoi tu veux... Si tu en as 100, jamais il n'y aura aucun collectionneur qui va s'intéresser à ta plateforme. Et par ailleurs, le côté sélection et l'autre partie où on me promettait l'enfer, c'était la logistique. Donc voilà, c'était deux choses assez fortes qui aujourd'hui, qu'on a complètement dépassées. Mais je dirais que moi, ce qui m'a intéressée, c'était vraiment la question de départ, en fait, quand j'ai rencontré mes associés. C'était parce qu'une boîte, ça commence d'abord par une rencontre entre des entrepreneurs qui veulent monter un projet ensemble. On n'avait pas spécialement décidé de ce qu'on allait faire. Le marché de l'art, on a décidé de s'y intéresser pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un marché qui personnellement nous parlait beaucoup, et pour monter une boîte et se lever tous les matins avec la niaque, à un moment, faut être passionné. Donc choisir un domaine qui nous passionnait. C'est là que je peux rapidement dire que j'ai une culture familiale qui s'intéresse beaucoup à la photographie. Mon père est spécialiste de photographie américaine. Donc voilà, depuis toujours, je vais à des expos de photographie, mais j'ai un regard, et mon père a un regard très académique. Donc comment fonctionne le marché, quel est le prix d'une œuvre d'art, c'est pas du tout les questions dont on discutait à la maison. En revanche, l'éducation à l'esthétique et à l'importance de la photographie, ça oui, complètement, depuis très longtemps. Je suis une grande fan de photographie et on ne vend pas du tout de photographie sur Singular. Donc, c'est aussi pour vous dire qu'à un moment donné, quand on est entrepreneur, on est aussi rationnel. Il ne faut pas juste suivre ses passions. Mais voilà, en tout cas, c'est ce qui m'a fait dire que me lever tous les matins pour être avec des artistes et les accompagner, c'était quelque chose qui allait me motiver suffisamment, ce qui a parlé à mes associés aussi. Ensuite, on voulait se lancer sur un marché suffisamment grand pour avoir de l'impact et construire un leader. Donc ça, c'est l'ambition, disons, et ça, c'est vraiment, je pense, propre à chaque entrepreneur. C'est là-dessus qu'on s'est rejoint avec mes associés. Donc, il nous fallait un marché large, et le marché de l'art, c'est 60 milliards de dollars. Donc, c'est quand même un gros marché, donc on a des choses à faire. Donc, on s'est dit que c'était un marché intéressant. Et par ailleurs, parce qu'on avait un tropisme international pour avoir vécu dans différents pays, on voulait absolument faire quelque chose d'international. Où l'international ait un rôle à jouer et où le digital est quelque chose à jouer. Et c'est là, je trouve que, en fait, ça me semble tellement simple maintenant que je le dis, mais à l'époque, ça n'existait pas. En tout cas, apparemment, c'est pas comme ça que les gens le voyaient. Mais moi, je trouve que ce qui manquait fondamentalement au marché de l'art, c'était d'avoir une strate internationale, d'avoir une couche internationale où un maximum de gens puissent avoir accès à un marché international. Or, quand on regarde ce qui se fait dans le monde physique, c'est un marché très localisé par contrainte, puisque si on fait un parallèle avec le retail, un artiste, pour distribuer ses œuvres, qui sont des produits uniques, il doit convaincre des distributeurs locaux. Donc, qui seront comme les galeries, c'est comme des petites boutiques différents, qui seraient des distributeurs extrêmement locaux. Et on s'est dit, tout simplement, le digital a révolutionné le retail parce qu'on a amené cette capacité à connecter une offre et une demande qui ne se rencontrent pas dans la vraie vie. Dans le marché de l'art, ça devrait fonctionner aussi, d'autant que l'art visuel est un bien international par essence, puisque c'est encore plus que la musique, puisqu'il n'y a même pas besoin de paroles. Pour les chansons, en tout cas, on n'a pas besoin de parler la même langue que l'artiste. Donc, c'est là qu'on a, nous, envisagé, c'était notre hypothèse de départ, c'était l'hypothèse sur laquelle on a fondé Singular, c'était de se dire, on va sélectionner des artistes qui sont reconnus dans leur pays, parce que la sélection est quelque chose d'important pour rassurer les acheteurs. On sait bien que quel est le bon prix à payer, etc. C'est une question sur laquelle il faut rassurer les collectionneurs. Donc, la question de la sélection nous paraissait extrêmement importante, et je pense que c'est assez spécifique au marché de l'art, pour le coup. Et donc, on se disait, on va sélectionner des artistes qui ont atteint une reconnaissance sur des marchés locaux. Donc, on sait qu'ils plaisent à des collectionneurs dans un pays A, et tout simplement, ils n'ont pas eu l'opportunité d'être vus et achetés par les collectionneurs qui habitent à l'autre bout du monde. Et on a vraiment vu le digital comme un moyen d'internationaliser ce marché.
Et aujourd'hui, on est vraiment content parce que quand vous montez une boîte, vous avez 50% de chances que ça ne marche pas, que vous soyez trompé sur l'hypothèse de départ. Et aujourd'hui, et c'était même d'ailleurs notre toute première vente, c'était une collectionneuse qui vivait en Allemagne qui avait acheté 2 œuvres d'une artiste britannique. Et aujourd'hui, c'est 91% de nos ventes qui sont des ventes cross-border, donc vraiment entre un artiste et un collectionneur qui n'auraient pas pu se rencontrer. Donc voilà un petit peu comment vraiment la disruption apportée par le digital est au cœur de notre business et la raison pour laquelle l'international est si important pour nous, parce que je pense vraiment que c'est là que le digital a apporté quelque chose. Alors, je prends des questions en cours de route sur la situation aujourd'hui. Quel a été l'impact de la pandémie, demande Alexandre. Est-ce que c'est plutôt une difficulté ou peut-être même une opportunité? C'était un peu une question que j'avais aussi. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des concurrents qui sont nés du coup du fait que vous ayez créé Singular et quels sont vos avantages stratégiques? Question fournie d'Alexandre. Ok. Alors, on avait déjà des concurrents au moment où on s'est lancé. Donc, j'en ai pas vu d'autres majeurs se développer depuis. En revanche, nous, on se bat contre nos concurrents qui existaient déjà. La pandémie, en étant dans le e-commerce, forcément, ça a plutôt été une opportunité pour nous. On était aussi en termes d'équipe, on avait tous les assets pour facilement, on n'a pas énormément souffert du confinement forcé, en tout cas en mars-avril, du fait qu'on s'est rapidement adapté en termes de méthodologie de travail et de capacité de travail en remote. Même si, je pense comme toutes les boîtes du monde, retourner au bureau est devenu une nécessité psychologique à un moment donné. Mais de ce point de vue-là, disons qu'on n'a pas eu de rupture dans la manière dont on menait les opérations. Ce qu'on a observé, en revanche, effectivement, c'est probable parce que toutes les foires, toutes les expositions ont été annulées, une bonne partie sur 2020, un report d'une partie de la demande, forcément, sur les œuvres d'art en ligne, sur l'achat d'œuvres d'art en ligne. Donc ça, oui, on en a beaucoup bénéficié. Après, nous, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est sur un business de collectionneur. Et donc, un collectionneur, quand il est attaché à un service et quand il trouve ce qu'il veut, il rachète. Donc, pour nous, c'est vraiment l'opportunité aussi d'acquérir des clients, non seulement à un moment T, mais dans la durée, parce qu'une fois qu'un client a acheté chez nous, on sait qu'il a 35% de chance en général de racheter une œuvre d'art et souvent de découvrir d'ailleurs un artiste différent. Il rachète. Dans la majeure partie des cas, les collectionneurs achètent des artistes différents au fur et à mesure des mois et des années. Donc, la pandémie, clairement une opportunité. C'était aussi, donc Marion peut en reparler, mais une manière aussi de complètement innover, c'est-à-dire que même si on était online, même si on est une start-up, on est rapide, etc., on a été forcé d'innover encore plus, de se dire, ok, déjà, on a tous nos artistes qui dépendent de nous, qui mettent beaucoup, beaucoup d'espoir en nous en ce moment parce que tous leurs autres canaux de vente physiques sont fermés et pour une durée indéterminée. Quel rôle on a à jouer en tant qu'entreprise de ce secteur-là qui marche pour déjà les rassurer. Donc, on a beaucoup investi dans la communauté. On a beaucoup investi dans ne serait-ce que les webinars qu'on pouvait faire avec eux, dans la communication, surcommuniquer, les rassurer, leur donner des conseils. Donc, déjà, de ce point de vue-là, en termes de le rôle sociétal qu'on avait à jouer, ça nous a tout d'un coup propulsé sur le devant de la scène. On a compris qu'on avait un vrai rôle. Et ensuite, pour les collectionneurs, de se dire, Marion la racontera, mais voilà, elle devait aller en foire. On avait 5-6 foires prévues sur l'année. Annulé, bon, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les idées qu'on a, et c'est comme ça qu'on s'est mis à tester des événements online. Donc, la pandémie a été aussi un vecteur d'innovation. Et après, les avantages stratégiques que nous avons, il y a plein de choses que je pourrais citer. Je ne sais pas trop sur quoi je pourrais mettre l'accent. Je pense que le côté international, c'est clairement ce qui nous différencie aussi aujourd'hui le plus. Le fait qu'on ait un site disponible dans 10 langues
et qu'on ait un service client dans autant de langues, qu'on soit capable de scaler à l'international sans difficulté, d'ouvrir un pays sans difficulté, parce que c'est une réflexion qu'on a eue dès le début. Comme je vous le disais, dès le début, on s'est dit que c'était notre hypothèse de travail. Donc, dès le début, on s'est dit, OK, comment on crée un site Internet où rajouter une langue ne va pas devenir un nightmare? Comment on crée une équipe qui va pouvoir traduire très rapidement des choses de manière ligne pour tester? Comment on peut répondre à nos clients dans différentes langues? Donc, c'est une réflexion dès le début qui nous permet aujourd'hui, je pense, d'être beaucoup plus rapide que certains concurrents. Et après, il y a la relation humaine, je pense, on a réussi à recréer, malgré le online, malgré la tech et le fait que ce soit tout virtuel, une relation de confiance à la fois avec nos artistes et à la fois avec nos collectionneurs, et un petit peu finalement le lien qu'ils entretiennent chacun avec le galeriste. Donc ça, je pense qu'aussi c'est un truc différenciant parce qu'on est sur un service premium et on est sur un accompagnement d'un public spécifique, les artistes qui ont besoin d'être accompagnés. On a vraiment misé sur, OK, comment, même si on est en ligne, on construit une marque et on a un rapport avec nos artistes et nos collectionneurs qui soit de proximité et d'authenticité. Il y a justement une question de Marine à ce propos qui demandait comment ne pas rompre le lien avec le physique, les galeries d'art par exemple. Par exemple, mettez-vous en avant des collections de galeries particulières. Alors, je veux bien passer la parole à Marion. Voilà, excusez-moi. Oui, donc effectivement, ça, c'est encore une innovation, une exploration qu'on fait. Singular dans sa vocation, dans son cœur de métier, travailler majoritairement, enfin, et travaille d'ailleurs toujours avec les artistes. Hein. Nous, justement, Singular, c'est une plateforme, une galerie digitale. Aujourd'hui, dans ce contexte de pandémie et de Covid, on a aussi voulu tendre la main d'une certaine manière aux galeries physiques qui ne pouvaient pas offrir leurs espaces, et on leur propose effectivement des partenariats sous la forme d'événements qui durent une dizaine de jours, et on accueille en fait les collections de leur galerie, une sélection qu'on fait ensemble d'une 30aine d'œuvres sur Singular, et on présente ces œuvres à nos collectionneurs. Donc, sur une durée déterminée, avec un événement, on édite un catalogue pour vraiment aussi avoir cette main tendue et ouvrir le digital aussi aux galeries physiques qui n'ont pas pu se renouveler complètement dans les mois de la pandémie. Okay. On leur partage on les fait bénéficier de notre expertise digitale et de notre base de collectionneurs, de notre site Handilangue, comme disait Vera. Ok, top. Et du coup, on passe un peu du coq à l'âne avec les questions, mais merci pour vos questions assez variées. Stéphane posait une question sur l'internationalisation dont tu as parlé, Vera. Est-ce que le fait d'avoir des clients internationaux ne crée pas des challenges business ou techniques difficiles à surmonter? Donc, apparemment, que vous avez adressé dès le début. Différence dans la réassurance, le catalogue, l'UX, la gestion des langues en acquisition. Du coup, un peu côté produit plus tech, je pense. Je peux répondre à cette question. Maintenant, en tech, il n'y a vraiment aucun frein qui sont à l'heure actuelle existants à Singular pour adresser la partie internationale. On a tous les outils qui sont nécessaires pour traduire le site extrêmement facilement. Pour lancer une langue, demain, on lance une langue, la seule chose qu'on va devoir faire, c'est les traductions. Sinon, le site est déjà disponible dans le monde entier et ce, sans aucun problème technique. Au niveau de l'acquisition, c'est pareil, on utilise des services de publicité comme Google et Facebook Ads qui en fait permettent de viser extrêmement précis un secteur, un segment de clients, d'utilisateurs qu'on veut adresser. Et donc, on n'a aucun problème pour rediriger ces personnes-là vers les versions de sites dans la langue que l'on veut. Donc, on n'a vraiment aucun problème. Ce qui pourrait peut-être poser problème, mais là, ça va être pareil, ça va être de la traduction. C'est culturellement, il y a des différences entre un pays et un autre. Un client en France, il ne va pas avoir les mêmes besoins en termes de réassurance, par exemple, qu'un client peut-être au Japon. Ils n'ont pas les mêmes attentes parce que culturellement, c'est différent. Ils n'ont peut-être pas les mêmes habitudes de vente ou d'achat, pas les mêmes expériences.
Donc, peut-être qu'il peut y avoir aussi des différences de ce point de vue-là. Ça, c'est vrai qu'on ne les adresse pas encore maintenant. Ce n'est pas encore fait. On n'a pas énormément de différences d'un point de vue de l'expérience utilisateur sur une langue ou sur une autre. On n'a pour l'instant pas vu l'intérêt, on va dire, l'intérêt forcément économique, business, parce que ça prendrait du temps d'avoir des interfaces qui soient différentes, non pas en fonction de la langue, mais du coup, là, ce serait plutôt en fonction des pays, en fonction de la localisation d'un utilisateur, et ben, il verrait des choses différentes. Donc, ce n'est pas encore ce qu'on fait. On a le même catalogue dans le monde entier, ce qui, à la différence d'un Amazon, où il peut y avoir des catalogues qui peuvent être différents en fonction des pays. Amazon.fr n'a pas le même catalogue que Amazon.com. Pour l'instant, nous, ce n'est pas le cas, parce qu'en fait, c'est le même catalogue partout, international. Donc voilà, pas de grandes difficultés à surmonter, ne serait-ce que l'expérience utilisateur qui pourrait peut-être être différente dans les pays, mais on n'a pas détecté le besoin, comme je l'ai dit. Ok. Effectivement, on n'a pas détecté le besoin, on a été assez pragmatique en fait sur l'internationalisation. Je pense que si on avait vu qu'un taux de conversion pouvait s'améliorer grâce à une localisation d'un contenu ou d'autres éléments UX ou produits, on l'aurait fait. Qu'aujourd'hui, on n'a pas vu ça et qu'on se concentre, je dirais, plutôt sur une personnalisation au user près. Donc, plutôt de se dire qu'est-ce qu'on présente à tel collectionneur en fonction d'autres choses qu'on peut savoir d'ailleurs sur lui, sur ce qu'il a aimé lors de ses précédentes sessions. Ça va beaucoup plus nous intéresser que de différencier par zone géographique. Mais je vous avoue qu'au début, c'était une vraie hypothèse de travail d'ailleurs qu'on avait, c'était de se dire il y aura des différences culturelles dans les achats. De manière très schématique, les Américains vont acheter des œuvres de 2 mètres sur 2 mètres pop art et les Allemands des petites natures mortes au pastel. Voilà, bon, c'est très schématique. Et c'était un peu l'idée que je m'étais faite. Bon, pas du tout, c'est pas vrai du tout. Donc voilà, donc rapidement, on s'est dit pas de biais culturel. On avait à peu près les mêmes questions qui nous revenaient dans les 3-4 langues qu'on avait au début. Donc on s'est dit, bon, partons là-dessus. Et voilà, parmi aussi les outils qu'on a mis en place dès le début et qui, je pense, nous aident à scaler, c'est que typiquement, par exemple, sur les moyens de paiement, on a mis Stripe dès le début. Je ne sais pas combien de startups le mettent dès le début, je pense maintenant un peu plus, mais voilà, on a fait le pari tout de suite de se dire on va pouvoir accepter des currencies extrêmement variées, puis on va bien voir ce qui se passe. Après, on est aussi assez lean dans notre approche de qu'est-ce qui fait qu'on ouvre une langue ou une autre. Là aussi, c'est pragmatique. On lance des campagnes web market dans différentes langues. Et quand on voit que le fait qu'un utilisateur clique sur la pub, mais bounce ensuite sur le site, ça donne une indication que peut-être qu'il est intéressé par ce qu'il voit dans la pub, mais sur le site, il ne comprend rien, il est perdu. Ça a notamment été le cas pour le japonais, par exemple. Ok. Je voulais juste rassurer Mehdi qui a posé une question au tout début, qui était plus une question sur le recrutement. Si c'est OK pour toi, Mehdi, il y a une partie en fin de conférence sur le recrutement qu'on adressera avec Vera. Donc, si tu peux rester jusque-là, parfait. On posera ta question. Il y avait Marine qui demandait quels sont les différents profils de vos acheteurs. Vous parlez beaucoup de collectionneurs notamment. Est-ce que c'est que des collectionneurs? Est-ce qu'il y a aussi des particuliers qui sont ces gens qui achètent? Marion, tu veux répondre? Non, j'allais dire Vera, je te laisse répondre justement, car je ne te voyais pas intervenir. Ok. Oui, on parle de collectionneur parce que nous, on estime que dès lors que quelqu'un achète une œuvre d'art, il change de statut, il devient collectionneur. On a des profils extrêmement variés. On voit le profil changer aussi au fil du temps, parce qu'on a de plus en plus de collectionneurs, et on voit qu'on est aussi capable maintenant de convaincre des gens de faire leur premier achat avec nous. Donc, on a été aussi capable de créer un petit peu, moindre mesure, mais quand même un petit peu un marché avec des gens qui n'achetaient pas d'art et qui n'y connaissaient rien et qui ont fait leur premier achat avec nous. Donc ça, c'est assez nouveau. Mais sinon, sur les collectionneurs, notre profil, il est assez classique. Je dirais, c'est quelqu'un qui est dans une CSP
confortable, qui lui permet d'avoir des moyens financiers, qui a déjà des œuvres d'art et il peut tout à fait aussi acheter en physique. Et donc, comme le disait Marion, c'est vraiment notre rôle de montrer qu'on est un autre canal de découverte. Et notre postulat, encore une fois, de départ, c'était de dire le collectionneur, il a des goûts différents, il veut découvrir des nouveaux artistes et dans les galeries locales, dans les petites boutiques à côté de chez lui, on va dire, il ne va pas forcément avoir l'occasion de découvrir des nouveaux artistes. Et nous, c'est ce qu'on va lui permettre de faire. Donc, ce côté aussi que le digital rend accessible l'art, je ne dirais pas abordable, mais je dirais accessible, au sens où si on regarde là où habitent nos clients, ils n'habitent pas forcément dans les grandes métropoles. Donc, ils n'ont pas forcément accès de fait au marché de l'art classique. Ok. Et moi, j'avais une question plus pour Marion. Est-ce que tu pourras nous expliquer plus précisément ce que Singular a changé pour l'artiste? Quels retours vous ont été faits? Quels défis ça a soulevé? Oui, tout à fait. Ce que majoritairement Singular a changé pour l'artiste, c'est des opportunités de vente à l'international. Je pense que vous êtes conscient, il n'y a pas énormément, il n'y a pas des milliers de galeries dans le monde et chacune a une sélection extrêmement limitée d'artistes. La galerie, ça lui coûte extrêmement cher de représenter des artistes parce qu'elle a un lieu physique, parce qu'elle doit aller en foire si elle veut trouver des collectionneurs à l'international. Donc, elle est obligée de faire une sélection très limitée des artistes et elle ne veut pas prendre de risques. Donc, un artiste qui ne vend pas déjà bien et qui ne peut pas quand même majoritairement lui prouver qu'elle a raison d'investir sur lui et de lui donner une place dans sa sélection de 15 artistes, il ne sera pas sélectionné. Donc, c'est le parcours du combattant pour un artiste plus ou moins jeune, de réussir à être sélectionné par une première petite galerie qui n'aura pas forcément les moyens d'aller montrer son art à l'international. C'est ça que Singular a cassé. Et c'est ça que Singular fait, en fait, c'est vraiment donner sa chance à un maximum d'artistes dans lesquels on croit. On donne aussi cet élément de réassurance à nos collectionneurs. Les artistes, c'est pas n'importe quel artiste qui va venir sur Singular. On va les sélectionner. Ça va être des artistes dans lesquels on va croire, mais on va pouvoir leur donner cette chance d'exposer leur œuvre, d'exposer tout un portfolio, de parler d'eux, de parler de leur carrière, de montrer des photos de leur studio, des vidéos. Et leur art, on va le mettre vraiment, on va le présenter à des milliers de collectionneurs et partout dans le monde. Par exemple, l'idée des jeunes artistes qui ne seraient pas encore représentés par des galeries, ça peut être des artistes qui vivent comme exactement la même chose que pour les collectionneurs dans des capitales, mais à côté, on a aussi des artistes qui vivent dans des villes reculées, dans des pays où il n'y a pas aujourd'hui de marché de l'art, il y a très peu de galeries et il y a très peu de collectionneurs locaux. Ces artistes-là, on leur donne la chance d'être vus, d'être découverts et de vivre de leur art. Je pense que ça, c'est quelque chose qui révolutionne vraiment le marché traditionnel. Et je me posais aussi la question du fait qu'il y ait du coup autant de diversité à la fois d'artistes et d'œuvres d'art sur votre plateforme. Est-ce que toi, tu observes plutôt des tendances et un art qui s'uniformise ou est-ce que au contraire, ça permet d'augmenter la diversité, d'avoir autant d'artistes sur la plateforme? C'est vrai qu'en design, on peut observer plus que parfois la tech à uniformiser la tendance. Est-ce que c'est la même chose pour l'art ou au contraire? Je pense que non, c'est pas la même chose pour l'art. Je pense que les artistes, même si dans l'art, hein, comme partout, il y a des phénomènes de mode pour les artistes et pour les collectionneurs, parce qu'il y a des phénomènes de mode, parce que l'art, la création, c'est aussi le reflet du spectateur, du collectionneur et de son époque. Donc, on peut prendre l'exemple du Covid, puisqu'on l'avait pris tout à l'heure pour Singular. Nous, on s'est rendu compte, grâce à la data, à Singular, qu'il y avait un vrai phénomène d'engouement pour les œuvres qui avaient un lien avec le Covid. Donc, à Singular, on a en quelque sorte passé un appel à nos artistes en leur disant si vous avez créé des œuvres sur ce sujet, si vous avez envie de créer des œuvres sur ce sujet, faites-le nous savoir. On a eu une réponse massive. On a eu des milliers d'œuvres, je ne sais plus exactement, Vera, mais peut-être 1000 tableaux, enfin œuvres, tableaux, sculptures, dessins, qui étaient sur ce thème. Il n'y a pas une seule œuvre qui
ressemblaient à l'autre. Elles étaient toutes différentes parce que l'artiste, il s'inspire de l'histoire collective, donc un moment de notre histoire collective comme le Covid, mais il le réinterprète avec sa propre vision du monde et sa propre compréhension de l'événement. Et je pense que c'est ça la véritable différence entre un artiste et un artisan. Et c'est peut-être pour ça que c'est un phénomène qu'on va pouvoir observer dans certains métiers et pas dans d'autres. Et je pense que celui d'artiste, c'est vraiment de réussir à insuffler sa propre vision, insuffler ce qu'on appelle ce supplément d'âme. Et c'est pour ça que je ne pense pas qu'il puisse y avoir d'uniformisation. C'est super intéressant votre appel sur les œuvres du Covid. Il y a une rubrique du coup sur Singular qu'il est... Ok. Absolument, on vous enverra le lien. Et j'ai entendu vente à la bougie dans ta présentation. J'ai mal entendu ou... Oui. Qu'est-ce que c'est? Ça m'intrigue beaucoup. Oui, alors comme je vous le disais, moi, je viens du milieu des ventes aux enchères et on va dire que c'était peut-être aussi, enfin, c'est un milieu qui nous intéresse aussi avec Vera. Il y a cette petite adrénaline de la vente qu'on avait envie, justement pendant le premier confinement, comme Vera vous l'a dit, on ne pouvait plus aller en foire et on avait envie de recréer ce moment un peu particulier. Une foire, ça dure 3 jours, une vente aux enchères, ça ne dure que quelques heures et on s'est dit comment, avec l'outil numérique, avec l'outil digital, on peut être capable de recréer un peu cette adrénaline, ce moment un peu exceptionnel. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer des événements, des événements donc de courte durée sur Singular. Donc, on a d'abord créé les flashels, qui sont un autre concept, et puis les ventes à la bougie, qui sont, en fait, les ventes à la bougie, c'est une technique un style de vente aux enchères qui existe depuis le XVIIe siècle et qui consiste à mettre les œuvres aux enchères et à allumer 3 bougies. Et le prix de l'œuvre descend jusqu'à ce que l'enchère se passe jusqu'à ce que les bougies fondent. Et l'enchère est terminée une fois que les bougies ont fondu. Donc nous, on a repris un peu ce concept et on l'a modernisé. On a innové avec ce concept comme on sait faire à Singular. Et en fait, ce sont des ventes qui ont une durée limitée. Donc généralement, c'est 5 jours aujourd'hui. Et l'œuvre est mise à prix. Donc c'est une sélection d'une trentaine d'œuvres qu'on fait ensemble, parfois liées à un thème, parfois non. Et on les met à l'estimation haute. Le premier jour où la vente s'ouvre, c'est l'estimation la plus haute. Et tous les jours, le prix va baisser aléatoirement jusqu'à ce qu'un collectionneur achète l'œuvre parce qu'il a trop peur que quelqu'un d'autre l'achète avant lui et qui pense que c'est le bon prix. Ou alors jusqu'à la fin de la vente et que la bougie soit complètement éteinte le 5e jour. Okay. Je ne sais pas si j'étais très claire. Vera, tu veux peut-être rajouter quelque chose? Non, c'était très clair. C'est intéressant de voir que vous reproduisez en fait des phénomènes qui, toi, t'ont spécialement marqué, Marion, en physique, en digital également. Alors, Stéphane me fait réviser mes principes déco avec l'effet Pareto. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, Vera ou Marion. Moi, je tapais sur Wikipédia l'effet Pareto. Peut-être Stéphane pourra nous préciser, mais on a l'effet Pareto. À pallier l'effet Pareto et à garder un maximum d'artistes engagés auprès de Singular. On a un effet Pareto, donc au sens où on a une bonne partie de notre business qui est fait avec un nombre limité d'artistes. C'est ça l'effet Pareto, c'est-à-dire qu'on a 80-20%, après ça dépend des business, on observe ça, au sens où on a effectivement des artistes qui plaisent à tout le monde, partout dans le monde. Donc, voilà, dès qu'ils mettent une œuvre d'art en ligne, elle va être achetée. Donc, bien sûr, ceux-là, ils sont extrêmement engagés. Il y a un cercle vertueux. Après, notre objectif, c'est effectivement d'identifier quels sont les leviers d'action qu'on a pour permettre à de nouveaux artistes de vendre. Et donc là, pour le coup, on fait beaucoup de tests, des ABC tests, des ABCD tests. Voilà, donc beaucoup de tech, beaucoup de produits, beaucoup de count management. On fait des tests qui sont tech et d'autres qui sont très manuels, on appelle, on regarde qu'est-ce qui fait que les artistes vont être engagés. Est-ce que le fait d'être engagé est un facteur de succès ou non? Après, il y a quand même quelque chose d'important, c'est que notre proposition de valeur, ce n'est pas uniquement de les vendre. On n'a pas promis aux artistes qu'on allait tous les vendre. Et ça, c'est jamais ce qu'on s'est engagé à faire. Une des raisons d'être de Singular, c'était de leur dire, on vous donne accès on est des experts du digital. Donc, contrairement à vos autres canaux qui sont très physiques, nous, notre but, c'est de vous donner de la visibilité en ligne.
Il y a beaucoup d'artistes qui ont dépensé des milliers d'euros à faire un site internet qui n'est pas du tout performant et qui ne savent pas mettre à jour. Donc, on leur dit, on va vous aider à avoir quelque chose de facile, mais où, du coup, les gens qui vous ont rencontré à des expositions auparavant pourront vous retrouver facilement. Beaucoup de nos artistes ont 30 ans de carrière. Donc, vous imaginez le nombre de personnes qui ont déménagé, qui avaient vu leur travail il y a longtemps, qui peut-être possèdent une œuvre d'eux, etc. Donc, la visibilité online, mais aussi internationale qu'on leur donne, ça, c'est quand même une valeur forte perçue par les artistes qui nous permet de les garder engagés. Et par ailleurs, l'aspect communautaire, je pense, est aussi très important. Ils sont attachés à Singular parce qu'il y a une communauté qui se forme. Il ne faut pas oublier que les artistes sont des gens qui sont quand même assez isolés dans leur travail au quotidien. Cette année, encore plus, que la manière dont les galeries travaillent ne vise pas forcément à créer des communautés ou des collectifs avec les artistes qui sont dans ces galeries-là. Donc, bien sûr, il y a des mouvements et des collectifs d'artistes, hein, ça existe, mais il y en a quand même beaucoup qui n'en ont pas. Donc, nous, on essaie quand même de renforcer ça pour leur dire que voilà, vous êtes sur Singular, vous avez aussi la possibilité d'être entouré d'autres artistes. Et puis, voilà, de les promouvoir aussi d'autres manières. Donc, par exemple, avec les collections dont je vous parlais, sur les réseaux sociaux, etc., ça permet de les garder engagés, attachés à la marque. Et ils nous le rendent bien parce que souvent, ils nous font des retours très constructifs sur ce qu'ils aimeraient trouver comme service chez Singular. Certains de nos événements, c'est eux qui nous les ont suggérés. Donc, voilà, on essaie de créer ce dialogue. Ok. Alors, je voulais aussi un peu creuser la partie tech avec toi, Martin. Est-ce que tu pourrais nous dire sur quelle innovation tech tu es en train de travailler chez Singular? Yes. C'est une bonne question. On est avant tout une entreprise digitale, on a une plateforme digitale, donc c'est vraiment notre cœur de métier à Singular. Donc, pour toujours acquérir des nouvelles parts de marché, pour attirer des nouveaux clients, certes, il faut faire de la publicité, mais il faut également apporter de l'innovation par rapport à nos concurrents également. Et on se doit du coup d'innover pour apporter le plus de valeur à nos collectionneurs, pour finalement leur présenter les œuvres d'art qui leur plaisent, qu'ils ont envie d'acheter, d'un côté, et de l'autre, effectivement, apporter, comme le disait Vera, tous les services qu'il faut aux artistes, toutes les fonctionnalités aussi, pour qu'en fait, on les aide à vendre leurs œuvres d'art sur Singular. On n'est pas une marketplace qui est totalement libre et ouverte. Donc, on choisit les artistes qui sont dessus. Et en fait, on guide également l'affichage des offres, le catalogue d'offres qui est affiché aux collectionneurs. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup depuis quelques mois maintenant. C'est comment optimiser et personnaliser le catalogue qui est affiché, le catalogue d'offres qui est affiché aux collectionneurs, aux visiteurs du site Internet. On essaye, en fonction du comportement de l'utilisateur sur le site, d'afficher un certain catalogue d'œuvres. Et ça, c'est quelque chose qu'on va faire de plus en plus. C'est utiliser la data, faire de l'analyse de données de plus en plus poussée pour pouvoir essayer de clusteriser, de catégoriser nos utilisateurs en fonction de leur historique de navigation sur Singular. Également les informations qu'on peut avoir de la part de tiers comme malgré tout, c'est la clé, dans le e-commerce. Donc, le tracking qu'on peut avoir via Facebook et Google, qui nous permettent d'identifier très tôt en fait le comportement et les profils des utilisateurs, qui nous permettent d'identifier quelles œuvres, quel style d'œuvre d'art il va plus ou moins être sur lequel il va être plus ou moins attiré. Donc beaucoup de personnalisation, de l'analyse de données. On peut aller encore plus loin et on le fait déjà un petit peu, c'est faire de l'analyse d'images pour percevoir en fait des voisins qui vont être proches, des œuvres d'art qui vont être proches, sur lesquelles il n'y aura pas forcément de lien direct entre un artiste. Ça peut être un artiste qui est à l'autre bout de la Terre, qui est sur un style un peu différent, mais malgré tout, visuellement, il peut y avoir des liens. Et donc, en faisant de l'analyse d'images avec un peu de machine learning, de data science, on va pouvoir relier certaines œuvres d'art et proposer des recommandations qui vont être beaucoup plus intelligentes qu'uniquement montrer des œuvres du même style, des œuvres
d'un artiste du même pays, etc. Donc, on y travaille vraiment beaucoup à comment analyser l'historique de navigation des utilisateurs pour cela. On a autre chose sur lequel on est en train de travailler en ce moment. C'est sur les segments de prix d'œuvres d'art qu'on veut mettre en avant. On a eu un gros travail ces derniers mois pour, malgré tout, permettre à des artistes de bien vendre leurs œuvres d'art qui sont plus chères, parce que forcément, ça va leur apporter plus d'argent. Mais du coup, on a perdu certaines ventes d'œuvres d'art qui étaient moins chères. Ce qu'on veut maintenant, encore une fois, en analysant l'historique de navigation de nos utilisateurs sur Singular, en essayant de comprendre quel est leur pouvoir d'achat, on va pouvoir, pareil, changer le catalogue d'œuvres d'art qu'on va mettre en avant. Si on voit qu'un utilisateur il va rechercher, il va voir des œuvres aux alentours de 500 ou 1000 euros, on ne va plus lui afficher des œuvres à 2000 euros, on va plutôt lui afficher des œuvres à un bas prix, ce qui, en fait, lui, le collectionneur va être content parce qu'il va se dire il y a des œuvres qui correspondent à ma capacité d'achat, donc je vais plus avoir envie d'acheter. Et de l'autre côté, les artistes qui disent j'ai malgré tout j'ai un portfolio d'œuvres d'art qui sont un peu en train de prendre la poussière dans mon atelier, j'ai aussi envie de les vendre, quoi. Donc, on veut aussi leur apporter cette solution-là pour plus vendre. Après, on peut aller vraiment plus loin. À partir du moment où on a vraiment énormément de données sur les ventes des artistes, sur les catégories de peinture ou de sculpture qui se vendent, avec toutes ces données, on pourrait potentiellement un peu mapper le marché de l'art et pouvoir être beaucoup plus compétent à apporter de la cotation aussi sur les artistes, et être capable très simplement, très facilement de pouvoir donner une cotation et aider également à apporter de l'aide sur les prix que doivent fixer les artistes en fonction de leur activité sur Singular, de l'historique qu'ils ont pu avoir, que ce soit hors Singular ou à l'intérieur de Singular. Et donc, ce serait même de devenir un peu une référence sur la cotation des artistes dans le monde de l'art. Bon, là, on parle c'est pas dans les mois qui viennent, hein, ça viendra un peu plus longtemps. Après, en termes plus produits ou moins techniques, on a des nouveautés qui vont arriver. Vera, tout à l'heure, a parlé, on a parlé rapidement de tous les événements qu'on peut lancer sur Singular, la vente à la bougie, les photos d'enchères. C'est quelque chose qu'on va continuer à développer, sur lequel on va travailler début 2021, avoir toute une nouvelle partie sur le site internet où il va y avoir tous ces événements, que ce soit des ventes à la bougie, des ventes privées, des ventes aux enchères, des ventes partenaires avec des galeries. C'est quelque chose qui va également être développé. On a également autre chose niveau produit et qui s'attache aussi au marché de l'art, c'est que à la base Singular, en tout cas en ce moment, on vend que des œuvres d'art originales. Donc ça veut dire on vend des œuvres qui sortent de la télé des artistes qui sont achetées directement aux collectionneurs, et on n'adresse pas encore complètement ce qu'on appelle le second marché, donc la revente d'œuvres d'art. Donc, et ça, c'est aussi ce sur quoi on va travailler en 2021. Ok. Du coup, j'imagine que pour tous ces nouveaux défis, vous avez besoin de recruter. Du coup, je voulais axer la dernière partie de la conférence là-dessus. Comment vous construisez ensemble une entreprise inclusive. Je prends enfin la question de Mehdi qui a été patient. Et je trouve que c'est une question intéressante. Comment vous faites pour trouver des profils qui ont à la fois la sensibilité, la connaissance de l'art et la sensibilité tech? C'est une question qui est pas anodine parce que Mehdi raconte qu'il a un parcours hybride tech-musique et il s'est toujours senti un peu seul dans le sens où j'ai l'impression que ces deux écosystèmes communiquent très peu. Je fais juste un petit aparté sur ce type de profil où nous, justement, chez Adatech School, c'est comme ça qu'on casse les codes et qu'on recrute des personnes sans prérequis techniques ni prérequis académiques, mais justement sur la base d'expériences personnelles ou artistiques qu'ils aient pu avoir, parce que le code, c'est en fait un moyen aussi de créer. Donc voilà, nous, on arrive à faire le lien. Du coup, de votre côté, chez Singular, comment vous faites pour trouver ce type de profil? Moi, je peux faire
le retour d'expérience que j'ai eu là ce dernier mois. Donc, ça fait que 2 mois que je suis arrivé à Singular, mais malgré tout, on fait beaucoup de recrutement parce que voilà, il faut qu'on encaisse aussi la croissance et qu'on développe notre produit. Donc, on a besoin de recruter des gens. C'est dingue à quel point l'art, en tout cas les gens qui viennent chez nous, en fait, j'ai l'impression que ça exacerbe les passions et que les gens, ils sont hyper contents du coup de partager leur passion. Et il y a vraiment tous les candidats que j'ai vus, à chaque fois, il y avait ne serait-ce qu'un petit peu un rapport à l'art. Et en tout cas, moi, c'est les candidats que j'ai vus en développement web ou en product management un petit peu. Et ben, en fait, il y avait toujours un certain lien avec pas forcément l'art, la peinture, la sculpture et les photos qu'on peut trouver sur Singular, mais avec l'art en général. Donc, ça peut être la musique, le cinéma, la photo. Et les gens, ils adorent en parler, en tout cas dans les entretiens que je fais, ils adorent parler de leur passion, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est lié, c'est certainement lié à l'art, le fait qu'ils ont envie de montrer qu'ils ne sont pas uniquement là pour travailler, mais qu'ils sont aussi, ils ont envie aussi de faire vivre leur passion. Et je pense que, en tout cas, moi, je n'ai pas eu de difficulté pour avoir des personnes qui avaient une certaine sensibilité à l'art. Du coup, Mehdi confirme, du coup, ta boîte devient un gros catalyseur de passion. On a des clubs, on a les foodies, on a ceux qui adorent la musique, on a ceux qui aiment la littérature, ceux qui aiment les débats. Voilà. Oui, ça exacerbe les passions. C'est dingue. Donc, il y a eu cette deuxième vague de confinement. Moi, je n'ai pas vécu la première avec Singular, mais on a eu donc Basia qui est devenu notre online office manager et qui a fait un peu des appels à tout le monde pour demander si des gens pouvaient animer des petits ateliers pour avoir un peu une vie même en dehors du bureau. Mais c'est dingue, tout ce qu'il y avait de proposé, c'était vraiment incroyable, de la musique, de la cuisine, des débats, des book clubs. Enfin, pas forcément, pas qu'autour de la peinture, de l'art contre Singular, mais plein d'autres types d'art et plein d'autres choses aussi, plein de passions. Et donc, c'était incroyable de voir toute cette énergie. Je pense que l'ouverture d'esprit et la curiosité, c'est des gens, enfin, forcément, les gens qu'on recrute, ils ont ça, puisqu'on a besoin les gens qui s'intéressent, qui ont une passion, ont été curieux à un moment donné et se cultive cette curiosité, on va dire. Et je pense que du coup, forcément, c'est un cercle vertueux, ça entraîne plein de choses positives en culture d'entreprise. Sur la partie DRH, Vera, comme si j'ai bien compris, Singular, tu es en train de grossir très vite. Quelles initiatives tu mets en place pour un maximum de diversité chez Singular, surtout sur la partie recrutement et puis après sur la partie inclusion une fois que les personnes sont au sein de l'entreprise? Alors, par diversité, je le prends comme je veux, la diversité, dans un sens très large. Mais nous, enfin, quand on dit diversité, c'est à la fois de genre, d'orientation sexuelle, d'origine. Voilà, ça inclut tout type de diversité. Nous, chez Adatech School, on se base spécialement sur le sujet homme-femme et la place des femmes dans la tech, mais aussi pour toutes les diversités possibles. C'est pour ça que je voulais savoir si tu voulais que je mette un focus sur homme-femme ou plus généralement. La diversité est à la base de notre proposition de valeur et donc forcément, dès le début, on a voulu avoir une équipe diverse pour pouvoir bien mener à bien notre projet. Mon associé et moi, on est très complémentaires. Au-delà de la diversité, j'aime bien parler de complémentarité parce que c'est surtout ça que ça permet. Donc, un homme, une femme, déjà, voilà, en termes de background, on n'a pas du tout fait les mêmes études, on n'a pas du tout la même manière de réfléchir et d'aborder les situations, on va dire. Le fait qu'on ait un business international, la diversité, on l'a de fait par la diversité culturelle. On recrute parce qu'on a des besoins dans certaines langues, donc on ne peut pas faire autrement que d'avoir besoin de profils différents. Et après, je pense que naturellement, en fait, l'ouverture d'esprit a fait qu'on a recruté des profils variés, différents, en termes d'orientation sexuelle, de religion,
il n'y avait pas eu de filtre, il n'y a pas eu de biais. Dans la manière dont on a aussi structuré la partie RH, c'est quelque chose auquel on fait attention forcément. Je pense que le test des valeurs dans un entretien RH fait que voilà, on veut des gens qui soient dans cet état d'esprit pour qu'ensuite l'inclusion se fasse bien. C'est pas seulement... Il faut recruter des gens divers, mais ensuite, il faut qu'ils se sentent bien et qu'ils restent et que ça se passe bien et que ça contribue à amener la boîte plus loin. Donc voilà, on fait un gros test de valeur dans l'entretien RH. Et dans l'équipe RH, c'était important pour nous qu'il n'y ait pas que des nanas, par exemple. On a un garçon. Maintenant, on n'a pas que des Français non plus dans l'équipe RH, ce qui est aussi souvent un biais quand on recrute des recruteurs en France. Voilà, donc disons que le fait d'être attentif, de mesurer, c'est comme tout, hein, déjà mesurer te permet d'identifier les biais que tu peux avoir sans t'en rendre compte. Le fait d'être alerte et de débiaiser dans les entretiens de recrutement au maximum te permet d'éviter certains écueils que peut-être d'autres entreprises ne voient pas. Et ensuite, la question de, OK, une fois que j'ai fait ça, que j'ai mon constat devant moi, est-ce qu'il y a des actions proactives que je peux faire pour rendre les choses encore plus diverses? Je pense que là, maintenant, à notre stade, c'est les questions qu'on commence à se poser. De toute façon, on va aussi avoir des obligations légales en termes de handicap, par exemple. Donc voilà, c'est des questions qu'on commence à aborder. On a la chance d'avoir une grande diversité de fait. Maintenant, on se pose la question de comment mieux faire. On a même été dans une situation inversée où on avait beaucoup de femmes et on se dit, il nous faut des hommes. Et même à un moment donné, c'est quelque chose que voilà, il y a deux équipes où même forcer les gens à avoir les deux sexes dans la même pièce lors d'une réunion n'est pas toujours possible. L'équipe communication et marque, voilà, on n'est que des nanas. Et l'équipe tech, je m'incruste en étant le produit s'incruste parce que et on a une product owner qui va arriver aussi en janvier, donc je suis assurée que la diversité sera présente dans l'équipe tech, au moins sur la diversité de genre. Et voilà, effectivement, sur les discussions, c'est comme de fait, on avait cette sensibilité au départ. Voilà, mais vraiment, c'est une question qu'on s'est posée avec mon associé quand une ou deux fois, on a vu des réunions où il n'y avait que des mecs ou que des nanas. On s'est dit, comment on fait? Donc voilà, après, on force un peu parfois. C'est sûr que dans la tech, c'est un vrai sujet et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles l'Ada Tech School a été fondée. C'est que c'est très dur de recruter des femmes dans la tech. Pas parce que c'est plus parce qu'en fait il y en a beaucoup moins qui se lancent dans ce parcours-là. Moi j'ai vu une cinquantaine de personnes le mois dernier. Les seules femmes que j'ai vues, c'était pour des postes plutôt front-end, donc front-end designer, front-end développeur ou intégratrice, mais pas du tout sur d'autres postes de développeur back-end ou full stack. Et c'est pas parce qu'en fait on les veut pas, c'est vraiment parce qu'en fait on les a pas, on les trouve pas. Donc nous, on a vraiment aucun problème à recruter des femmes dans l'équipe technique, mais il y a un gros travail qui doit être fait, et ça, la Data School le fait bien, c'est comment on arrive à montrer aux femmes qu'en fait, la tech, c'est aussi un métier pour elles. Et ça doit aller très loin, ça va jusque dans les écoles, ça va jusque dans la représentation, que les jeunes femmes, même les lycéennes, ou même les collégiennes, se disent que l'informatique, le code, l'ordinateur, c'est un truc de femmes aussi. Je pense il y a tous la figure un peu du geek à boutonneux, à lunettes, qui est son ordinateur, a commencé à coder à 12 ans. Voilà. Donc ça, c'est rentré dans la tête de tout le monde. Et je pense que voilà, il y a on a tous un rôle à jouer pour représenter les femmes dans la tech et montrer à tout le monde que en fait, c'est pas un métier d'homme. C'est marrant, quand on regarde l'historique du code, en fait, à la base, les personnes qui codaient, c'était les femmes, parce que je trouvais que c'était un métier ingrat de taper sur un clavier d'ordinateur. C'était les dactylographes, je crois, donc c'était le nom des femmes qui tapaient sur l'ordinateur. Et donc, c'était un métier de femme, parce que
je sais pas, à l'époque, les mecs trouvaient que c'était pas assez, assez masculin. Donc, à un moment, ils se sont rendus compte qu'en fait, non, il y avait un besoin et qu'il fallait, et qu'ils pouvaient se faire de l'argent. Donc, le schéma s'est inversé bizarrement. Donc, Ouais. voilà, donc c'est pas. Donc, effectivement, il faut faire attention aux biais lorsqu'on fait les entretiens. Il faut vraiment les faire. Ça peut être un peu, des fois un peu difficile, mais il y a, je pense, dans la tech encore plus un effort à faire sur l'attraction des femmes dans ces métiers-là. Et c'est pour ça que nous, on a mis en place ce partenariat avec la Data Tech School, qui va justement perdurer, j'espère. On va aussi commencer à peut-être réfléchir à aller intervenir dans des écoles, peut-être pour essayer d'attirer des femmes aussi, pour leur montrer que oui, elles sont acceptées dans ce milieu-là. Mais voilà, c'est pas uniquement. Donc, il y a effectivement, il faut faire attention lors des phases de recrutement. Une fois qu'elles sont en entreprise, comment bien les inclure. Bon, dans notre cas, on a plus de femmes que d'hommes, mais quand même. Mais surtout, comment on les attire. Ça, c'est vraiment la question la plus dure dans la tech. Mm. C'est aussi pour ça qu'on fait ces conférences avec des entreprises, parce que parfois on s'arrête justement à l'image que tu viens de décrire. Tiens, je code derrière mon ordi, alors qu'en fait, je code pour un projet enfin, je code au service de quelque chose pour un projet qui me passionne, quoi. C'est aussi pour ça qu'on choisit de mettre en avant, tiens, ces métiers, à quoi ils servent. Alors du coup, ça provoque des réactions. Morgane, qui est peut-être développeuse du coup, et qui demande: recrutez-vous des débutantes sur des postes tech? Yes, c'est une très bonne question. Actuellement, non. Pour quelle raison? Parce qu'on est une petite équipe et qu'on ne pourrait pas assurer la formation des personnes juniors et débutantes. Donc, à l'heure actuelle, non. On essaie de créer une équipe qui soit structurée et qui soit plus senior pour ensuite pouvoir accueillir et recruter des personnes plus juniors. C'est-à-dire que là, si aujourd'hui, en fait, on recrutait des juniors, on serait vraiment dépassé et on ne pourrait pas assurer une bonne formation à ces personnes-là. Donc, ça serait bénéfique ni pour les personnes qu'on recrute, ni pour nous. Donc, on ne veut pas le faire pour le moment pour ces raisons-là. Maintenant, si on arrive à répondre à nos objectifs de recrutement qui sont de recruter 20 personnes dans la tech, dans l'équipe pendant l'année 2021, et ben là, c'est certain qu'on va le faire, qu'on va aller chercher des personnes plus juniors. Ce matin, j'étais à la Data School pour faire une masterclass sur le recrutement. On va certainement partager nos offres d'emploi à ces personnes-là en alternance pour l'année prochaine. On va également chercher des personnes en sortie d'école, en sortie de formation, parce que on a aussi un rôle à jouer dans le recrutement de ces personnes-là. Donc avec plaisir, mais effectivement pas maintenant, mais dans le futur, oui. Ok. Et une question de Claire Marbach, que je salue parce qu'on était ensemble à l'école. Question supplémentaire sur la difficulté à recruter des femmes dans les équipes tech. Vous avez parlé des entretiens, mais sur la phase de sélection, est-ce que vous avez aussi adapté vos offres de job, et si oui, comment? Bonne question. On a notre équipe de ressources humaines qui fait très attention à ce sujet-là et qui a vraiment repris toutes les offres il y a quelques mois pour qu'elles soient vraiment le plus inclusives possible. Donc, on peut voir sur Welcome to the Jungle, on a vraiment mis un point d'attention là-dessus. Malgré tout, lorsqu'on fait du recrutement tech, il faut beaucoup aller à la rencontre des personnes. Donc, c'est plutôt nous qui allons chercher les candidats ou candidates. Et toutes les communications également, elles sont adaptées. Il y a une écriture inclusive. Et si on communique à des femmes, c'est qu'on pense qu'elles sont à même de répondre, de pouvoir nous rejoindre et répondre à nos besoins sur les recrutements et sur les offres et les postes qu'on ouvre. Je partage sur ce sujet. On avait fait une conférence avec Laetitia Vito, qui travaille sur le futur de l'entreprise, qui est chez Welcome to the Jungle. Ça pourra t'intéresser aussi, Vera, qui nous avait donné ses 10 conseils pour la diversité en entreprise, donc des conseils assez concrets et actionnables rapidement, dont en effet, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement sur l'offre de job pour être sûr d'attirer les profils les plus divers possibles.
Oui, sur d'autres profils que la tech, hein, nous, on a aussi très rapidement vu que avoir un cas pratique écrit permet aussi d'avoir plus de femmes en fin de process. Enfin, ça, je pense que beaucoup d'entreprises le savent maintenant, mais les cas pratiques permettent de révéler pas mal de talents féminins. Mm. Oui, en fait, par exemple, Laetitia Vito citait un exemple qui, comme ça, paraît pas naturel, mais qui disait que la cooptation qui partait d'une bonne intention de se dire ah tiens, bah, on s'appuie sur des bons ambassadeurs de l'entreprise pour qu'ils nous recommandent des profils, bah, ça favorise que des clones dans l'entreprise. Donc voilà, dans cet article, c'est plein de petites choses en fait à déconstruire sur lesquelles il faut se poser pour être sûr qu'on favorise bien la diversité en entreprise. Bah, si vous avez encore des questions, c'est le moment. Et sinon, bah, je vous remercie beaucoup tous les trois. C'était super intéressant. Je pense qu'on a parcouru beaucoup de sujets. Je rajouterai bah, les quelques références que vous nous avez données dans l'article. La vidéo se trouvera sur YouTube. Et puis, s'il y a des choses que vous avez envie d'ajouter, envoyez-les moi par mail. Je rajouterai ça à l'article. Mais en tout cas, un grand merci. Et comme disait Martin, bah, j'espère qu'on va continuer à collaborer sur ces sujets de diversité et tech. Et j'ai l'impression que les participants étaient très, très contents aussi. Donc, c'est top. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Merci à tous d'être venus nous écouter et merci Claire pour l'invitation en tout cas. De rien. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt pour l'équipe de Singular et à bientôt aussi pour les autres. On continue nos événements. On s'arrête là pour la période des fêtes, mais à partir de janvier, plein de nouveaux événements sur notre Eventbrite à suivre.